Bonjour à tous. Pour ceux qui commencent à arriver, il y a encore quelques petites places devant, n'hésitez pas. Je mords pas. Vous verrez mieux les slides. Bienvenue. Je suis super content que vous soyez là. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de systèmes et d'équipes distribuées. Et je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte finalement de comment j'en suis venu à écrire ce talk. Alors moi je suis un dev qui vient de la région grenobloise et aujourd'hui je suis super content d'être à Montpellier avec vous aujourd'hui, il fait beau, vous êtes là tout souriant, c'est génial. Et j'ai découvert en fait il y a quelques années maintenant, au hasard de collègues qui m'ont amené finalement, qui m'ont tiré dans les meet-up, à force dans les conférences et qui m'ont un peu poussé à aller partager, j'ai découvert que j'aimais finalement bien échanger avec les gens, que j'aimais bien partager et j'ai aussi découvert il y a maintenant 4 ans que ça pouvait être un métier. Le métier de développeur advocate et finalement de plus en plus avoir d'autres gens aller justement partager, discuter, échanger avec d'autres devs, ça m'a poussé à vouloir changer de métier. Alors avec un petit souci, c'est que on revient 4 ans en arrière. Déjà, c'est un métier, finalement, c'est un club assez fermé, il y a peu de postes ouverts en France, en tout cas, ça progresse un petit peu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore compliqué. Et surtout, la quasi-totalité des postes étaient à Paris. Moi qui suis grenoblois, je n'avais pas forcément envie de monter à Paris. J'imagine que si vous êtes à Montpellier, vous pouvez comprendre ça. C'est ce qui m'a amené finalement, j'ai eu l'occasion, une opportunité de passer en full remote. Alors je me suis bien posé la question parce qu'à la base, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien le contact humain, les interactions avec des gens. Ça a été dur ces dernières années, je ne vous le cache pas. Et je me suis dit quand même, je vais essayer, je vais passer en full remote. J'imagine qu'il va y avoir du monde suite au Covid, qui finalement ici a une expérience ou travaille encore aujourd'hui en remote. Voilà, il y a eu 2 ans de Covid qui sont passés par là. Qui a eu des galères suite au passage en remote? Si peu que ça? Non, c'est compliqué. Alors moi j'ai eu la chance finalement d'avoir fait ce passage-là de manière voulue dans une équipe qui a été conçue dès le départ pour travailler en full remote, un petit peu avant que justement le Covid démarre et qu'on soit par la force des choses obligé d'y passer d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je voulais faire, c'était vous partager comment on a fonctionné dans mon équipe, qu'est-ce qui a bien marché finalement sur mes 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant aujourd'hui, depuis mon passage en full remote, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Et personnellement, j'ai toujours du mal à faire un talk qui parle plutôt de soft skills parce que c'est pas mon premier sujet, je suis plutôt tech à la base. Donc c'est pour ça que j'ai voulu raccrocher ce talk finalement à partir de concepts plus techniques, parler des systèmes distribués, quelque chose qui est plus facile pour moi à aborder, et de voir après comment on peut faire des parallèles. Donc vous me direz à la fin dans les feedbacks si vous avez trouvé ça intéressant. Donc je m'appelle Johan, je travaille maintenant depuis un peu plus de 3 ans comme développeur advocate chez Microsoft, et mon équipe, ça ressemble un peu à ça. Et encore que là, avec Bing, ça fait des clusters plus regroupés. En vrai, on est beaucoup plus éparpillés que ça. On a à peu près une centaine de personnes distribuées sur les 5 continents qui bossent parmi vous dans une équipe internationale, ou au moins répartie sur plus de... Ouais, déjà pas mal de monde. Donc j'imagine qu'il y a peut-être pas mal de choses qui devraient vous parler dans ce que je vais vous raconter. Donc aujourd'hui, l'agenda, je vous disais, on va parler de systèmes distribués en premier lieu, et on va aborder notamment 3 points, 3 problématiques liées aux systèmes distribués, que sont la distribution géographique, la scalabilité des systèmes et le fait de les rendre robustes et qu'ils soient un peu plus résistants à la panne. Comme je vous disais, je vais parler en premier lieu technique, donc il va falloir faire un petit exercice de mind mapping, à savoir que grosso modo, quand je vais parler de données dans les systèmes, il faut se dire que c'est de l'information qui peut circuler quand on fait le mapping derrière une équipe en général. Quand je vais parler de services, il faut mapper ça à peu près à une équipe. Mais rassurez-vous, on va faire des points réguliers pour voir comment tout ce que je raconte sur les systèmes distribués, ça s'applique aux équipes aussi distribuées. Première problématique, la distribution géographique. Donc, quels sont les types de problèmes qui peuvent survenir suite au fait d'avoir des services qui sont répartis à plusieurs points géographiques? Le premier problème, c'est tout simplement on n'est pas sur le même lieu, il y a de la distance à parcourir pour transmettre de la donnée à un point A à un point B pour la récupérer. Donc ça introduit une certaine latence, qui peut être plus ou moins grosse. On l'a vu dans la démo de Sébastien tout à l'heure, quand on utilise des serveurs qui sont à l'autre bout du monde, la latence, ça peut être une demi-seconde, une seconde. Ça introduit certains délais. Un autre problème qui découle de ce problème de latence, c'est finalement des problèmes de synchronisation. Comme la donnée met un certain temps à parcourir, lorsqu'on va vouloir synchroniser des services entre eux, il va y avoir un certain temps qui va se passer où, à un instant T, ces services-là, la donnée ne sera pas encore arrivée ou ne sera pas encore partie,
et donc les services ne seront pas synchronisés, donc il va falloir faire avec. Le fait d'avoir des services qui ne sont pas forcément synchronisés à un instant T immédiatement, c'est que ça peut amener des problèmes de cohérence. Alors quand on parle de cohérence, quand on veut qu'un système soit cohérent, c'est que la donnée doit être la même à un instant T partout sur le réseau. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire dans le cas d'un système distribué. Donc comment on résout ces types de problèmes-là? Alors, je ne vais pas vous faire l'éventail de toutes les solutions possibles, je vais juste en parler de certaines qui peuvent être mises en place, notamment les plus communes. Alors quand on veut résoudre des problèmes de latence, en général, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de diminuer la distance qu'on va devoir parcourir pour aller récupérer la donnée. Donc par exemple, un des trucs les plus communs qu'on essaye de mettre en place déjà, c'est des caches au minimum local, et puis éventuellement d'aller mettre en place un système de CDN. Donc un CDN, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller répartir la donnée sur plusieurs serveurs qui vont être au plus proche de vous. Typiquement, quand vous allez regarder une vidéo sur Netflix, vous n'allez pas aller charger la vidéo depuis les USA, vous allez aller taper une copie de cette vidéo qui va être répliquée localement sur un serveur qui est au plus proche de chez vous. Donc voilà, l'idée c'est d'aller dupliquer la donnée un peu partout et de la répartir géographiquement au plus proche de vos utilisateurs. Une autre façon de diminuer en tout cas le problème de latence, c'est si on a besoin de chercher plusieurs données sur des services différents plutôt que d'aller payer le coût de la latence plusieurs fois. Pour peu que les services soient colocalisés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper finalement ces requêtes-là. On va mettre éventuellement un proxy, on va batcher la requête pour faire récupérer l'information d'une seule fois. Et plutôt que de faire X requêtes, on va en faire qu'une seule, et on va avoir le coût de la latence qui va être unique. Maintenant, je saute pour l'instant la partie synchronisation, on va passer au problème de cohérence. Il n'y a pas vraiment de bonne méthode finalement de résoudre le problème de cohérence dans des systèmes distribués, donc c'est pour ça qu'on va essayer de trouver plutôt des alternatives. Et si on a vraiment un besoin critique de garantir que la donnée est toujours la même à un instant T partout, entre guillemets, la seule solution, ça va être de centraliser cette donnée-là. Donc en général, quelque chose qu'on essaye d'éviter de faire dans des systèmes distribués, mais au moins ça garantit que la donnée va être cohérente parce qu'on est toujours cohérent avec soi-même. Pour ce qui est de la synchronisation, alors j'ai mis entre guillemets parce que c'est un problème très complexe dans les systèmes distribués. Si on veut faire en sorte qu'à un instant T, on puisse garantir que la donnée justement soit parfaitement synchronisée à plusieurs endroits, plusieurs bases de données par exemple qui sont réparties géographiquement. Alors, il y a un truc qu'on connaît bien déjà sur nos systèmes de base de données, c'est les systèmes de transactions pour éviter des conflits justement. Et il y a des systèmes de transactions qui existent. Alors transaction, c'est un bien grand mot et c'est simplifié sur ce schéma-là, mais qui permet justement de faire cette étape un peu de synchronisation de manière un peu plus compliquée qu'ici, parce que justement, généralement, on fait du blocage en 2 phases ou autre dans des bases de données distribuées. Mais l'idée, c'est de base, c'est le temps que finalement on ait la garantie que l'information soit répliquée partout, et donc qu'on ait un peu cette garantie de cohérence, et on va bloquer éventuellement les lectures le temps que on ait cette garantie d'écriture et de réplication. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, qui est extrêmement complexe à mettre en place, et donc c'est pour ça qu'on évite d'y avoir recours le plus possible. Comment maintenant, ce que je viens de vous dire, on va traduire ça au monde des humains, parce que on n'est pas encore tout à fait des machines. Alors, au monde des humains, je vais aborder ça sur 2 axes. D'un côté, l'aspect personne, quelles sont les personnes qui vont nous aider finalement à faire cette translation-là, et quels sont les outils aussi qu'on peut mettre en place dans nos équipes pour faire cette traduction. Donc, l'équivalent humain finalement des CDN, des systèmes de cache et même d'agrégation, il va y en avoir plusieurs niveaux en fait, tout comme il y a plusieurs niveaux de cache dans les systèmes. Chez nous, à Microsoft, on a ce qu'on appelle des équipes de programme managers, en fait, qui sont, alors ça peut porter plusieurs noms selon votre société, c'est finalement des équipes qui sont transverses et qui vont aider les équipes de dev, différentes équipes de dev ou différentes équipes, par exemple SRE, je sais pas, design, etc., à se parler entre eux, tout simplement. C'est des équipes transverses qui vont savoir qui il faut aller embêter pour aller chercher une information, s'il y a plusieurs informations à aller chercher, justement, plutôt que vous allez pinguer 10 personnes et qu'à chaque fois on vous dise non, en fait, c'est pas un machin, c'est un tel qu'il faut répondre, vous allez plutôt voir votre équipe de VPM qui va aller chercher les infos et vous ramener ça d'un seul coup de manière agrégée. Pareil, votre cache local, c'est votre team lead qui, justement, quand vous avez une info technique ou, je ne sais pas, une question, qui va être la première personne à peut-être tenter de vous répondre, et s'il n'a pas l'info, éventuellement, il va aller la chercher pour vous. Et l'équivalent du cache pour tout ce qui est les aspects, justement, RH, ça va être plutôt votre manager, de la même manière, qui va faire, s'il sait répondre à la question, il va vous la donner immédiatement, il va essayer de vous aider à résoudre les problèmes tant qu'il peut le faire, et sinon, il va aller se renseigner pour vous et aller remonter un niveau au-dessus.
Derrière, sur le côté humain, en général, on évite, surtout encore plus dans les systèmes distribués, mais même de manière générale, à avoir justement, à centraliser les infos par une seule personne. Alors ça, dans un système distribué, c'est le truc absolu à éviter. Ça s'appelle le single point of failure, c'est-à-dire que c'est simple, si on passe par un humain et que n'importe qui, que ce soit votre collègue, c'est le seul à avoir l'information, il suffit que, moi j'habite Grenoble, c'est l'hiver, on se casse la jambe au ski, voilà, tout le système s'écroule parce que on a justement bloqué par un humain. Donc, quand on est encore plus dans une équipe distribuée, on va éviter justement d'avoir des personnes sur des chemins critiques et on va faire en sorte que l'information elle circule le plus possible. Donc en termes d'outillage, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur l'aspect par exemple, justement diffuser de la donnée à grande échelle et rapidement. En termes d'outils, alors quelque chose qu'on voit dans pas mal de boîtes, je ne sais pas qui parmi vous dans sa boîte a un système de Hollands où l'idée c'est d'avoir, en général, nous par exemple on en a tous les mois, on a Satya qui est notre PDG qui fait voilà, une réunion d'1 heure où en fait il resynchronise tout le monde sur où est-ce qu'on en est dans nos objectifs, sur quoi on va travailler sur les 3 prochains mois à venir, etc. Voilà, qui refait un débrief. Est-ce que parmi vous, vous avez des sociétés, vous avez des systèmes de Hollands? Il y en a quand même quelques-uns. Voilà, ça se répand de plus en plus. Après, quand on est en remote, on fait régulièrement aussi des réunions de synchro avec son équipe. Ce qui est important, encore plus quand on est réparti sur plusieurs pays avec des fuseaux horaires différents, c'est d'enregistrer ces meetings-là pour que, pour X raisons, si on ne peut pas y assister, qu'on puisse suivre l'information. Et si on a beaucoup de meetings, ça peut arriver. Un truc qui aide énormément aussi, c'est d'avoir des comptes rendus, on appelle ça des minutes ou autre, mais finalement, quand dans un meeting, il y a eu une décision ou quelque chose d'impactant qui a été mis, d'avoir un résumé, je ne sais pas, vous avez un meeting pour décider qu'est-ce que vous allez faire les 6 prochains mois, c'est peut-être bien de ne pas avoir se taper 1 heure de meeting pour avoir l'information importante s'il y a eu une petite décision qui a été prise, et si vous avez le petit résumé qui est par mail ou je ne sais pas, sur un système de notes ou n'importe où, vous pouvez, des fois, si vous avez, je ne sais pas, une semaine de vacances et que vous voulez rattraper tous les meetings, vous n'allez peut-être pas tous vous les retaper les enregistrements, vous allez finalement regarder juste les comptes rendus et ça vous aide à vous tenir à jour. Pour ce qui est de l'agrégation de données, alors qui connaît le site noelo.com par ici? Quelques-uns. Dans un système distribué, on va fonctionner principalement de manière asynchrone et ça implique une chose en termes de communication humaine, c'est que quand on passe sur des chats type Slack, Teams et autres, c'est d'éviter d'aller pinguer des gens avec cette approche salut et puis attendre que la personne vous réponde. Parce que vous allez peut-être la déranger, vous allez peut-être avoir un dev qui était sur une fonctionnalité super compliquée qui va voir votre message, et puis en fait qui va être dérangé, qui va voir votre message, et en fait il n'y a aucune info, donc il va vous répondre salut, et puis là il va aussi attendre, donc en gros on va refaire finalement un système de synchronisation, et tout le monde va perdre du temps dans l'histoire. L'idée c'est d'essayer de donner du contexte, alors c'est très bien d'être poli, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire bonjour, salut, etc. Par contre, mettez pas juste bonjour, mettez bonjour, et alors j'ai tel problème sur telle application, ou est-ce que tu peux m'aider sur telle API, donnez-lui le contexte d'un coup comme ça, quand la personne sera même à voir votre message, finalement il aura le contexte et il pourra vous répondre tout de suite plutôt que d'avoir encore finalement cette étape de synchro derrière. Et c'est pareil dans les emails. Alors quelque chose qui a été pas mal dur et quelque chose qui s'apprend finalement, c'est de partir du principe que quand on vous envoie un email, c'est la même façon que la même approche que ce que je viens de vous dire par rapport au chat. C'est toujours donner du contexte, pas partir. Moi perso, en tant qu'humain, je me considère comme un service stateless, c'est-à-dire que je sais pas, je pars une semaine en vacances, quand je reviens, je me souviens pas forcément des trucs que j'ai discuté avec mes collègues il y a une semaine. J'aime bien faire des bons breaks. Et du coup, s'il y a un email qui me dit finalement tu peux me répondre sur le truc qu'on a discuté hier? En fait, on avait parlé de quoi hier? C'était quoi l'info? Et pareil, si on doit à chaque fois envoyer un email, finalement, c'était quoi? Tu peux me rappeler de quoi on avait discuté ou où est-ce que se trouve le doc? Quand vous envoyez des emails, donnez toujours un. Ça peut être juste une ligne, rappelez un contexte finalement. C'était quoi votre problème? C'était quoi l'information que vous cherchiez à avoir? Si éventuellement vous parlez d'un document, remettez toujours le lien du document dans le mail. Ça ne coûte pas grand-chose et ça permet que la personne, que ce soit un jour, une semaine ou un mois plus tard, s'il y en a qui ont beaucoup de congés, au moins on a le contexte et on sait tout de suite comment répondre, on va éviter de perdre du temps. Pour ce qui est de la centralisation, par contre les outils sont super importants pour garder une trace justement quand on doit synchroniser pas mal d'équipes. Donc ça va être des systèmes de wiki, notamment on a tous des backlogs pour ceux qui font du dev. Qui est développeur dans la salle? J'imagine presque tout le monde. Voilà, c'est important d'avoir un backlog pour éviter d'avoir que 2 personnes bossent sur la même feature. Donc voilà, on va centraliser ça au même endroit.
Et sur l'aspect transaction, justement, qui est énormément coûteux dans les systèmes distribués, donc c'est pareil pour les équipes distribuées, ça va être les meetings. Donc on va en avoir besoin pour synchroniser, des fois il n'y a pas d'autre choix. Par contre, comme c'est coûteux, voilà, c'est plutôt ce qu'on va essayer de limiter. Alors ça peut être facile, des fois frustrant, parce que des fois, souvent on en a trop. À l'époque où je travaillais justement sur place avec mes collègues à côté, c'est très facile finalement de se dire tiens, on se fait un petit meeting de synchro qui n'était pas prévu, etc. Bon, des fois on est en plein concentré sur une feature, ça nous dérange. Encore plus quand on est à distance et que on a plus cette facilité d'organiser et de planifier finalement son temps. Alors après, ce que je vous dis, voilà, on reste des humains, donc il y a un mapping système un peu machine vers des humains. Notamment, on a un gros problème en tant qu'humain, c'est que on doit dormir, on ne tourne pas 24 heures sur 24 comme les serveurs qui hébergent nos services. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est à distance de travailler en mode asynchrone. Donc toujours penser d'abord chat, email, plutôt que tiens, est-ce qu'on peut se faire un petit meeting parce que voilà, on va bloquer du temps et forcer une synchronisation entre deux personnes. Donc gardez vraiment les meetings quand c'est important justement de faire cet échange de vive voix, ça l'est souvent. Et une petite astuce. Quand on est justement réparti et qu'on ne sait pas finalement, typiquement sur un chat, on envoie un message sur un Teams ou sur un Slack, finalement si la personne est en face, parce que savoir si, je ne sais pas, elle est en congé, elle est en pause café ou autre, est-ce que c'est la bonne personne pour avoir l'info rapidement si on en a besoin, juste avoir un petit indicateur, mettez votre statut sur Slack ou sur Teams ou autre, juste pour dire c'est bon, j'ai commencé ma journée, je suis dispo, ou non, là je suis parti en pause miam, voilà, je reviendrai dans 1 heure, voilà, un petit statut, ça peut aider. Pour ceux qui, comme moi, ont des équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires, j'imagine que vous avez tous, à un moment donné, fait appel à un outil de ce genre, notamment quand on doit synchroniser ou essayer de se parler. Ça peut vite devenir compliqué. Après, ça a aussi un avantage, notamment, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des astreintes, notamment. Est-ce qu'il y en a qui font des astreintes ? Quelques-uns, c'est plus rare. Justement, le fait d'être réparti sur plusieurs fuseaux horaires, ça peut être aussi un avantage pour éviter de se lever à 4 heures du mat. On a peut-être un collègue qui, pour lui, c'est le milieu de la journée et qui sera un peu plus frais pour répondre à un souci en cas de problème sur la prod. Donc tout ça pour dire que la communication synchrone, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans un système ou dans une équipe distribuée. Donc c'est pour ça qu'en premier lieu, toujours essayer de fonctionner en mode asynchrone avant de se rabattre en dernier recours, ou voilà, parce qu'il y a vraiment un besoin qui ne peut pas passer en asynchrone. Finalement faire un chat ou un email, éviter de faire des meetings où finalement ça aurait pu être juste une question sur un Slack. Ça va jusque-là ? Deuxième problème qu'on va aborder, ça va être les problématiques de scalabilité. Donc comment on gère un passage à l'échelle sur un système distribué ? Donc quelques types de problèmes qu'on peut avoir. Problème le plus classique, c'est-à-dire finalement problème de charge. On a trop de requêtes qui arrivent sur notre service à un moment donné. Le service, il fait boum, voilà. Il n'est pas capable de suivre. Et donc, comment on va résoudre ça ? Un autre problème un peu plus compliqué, c'est justement qu'on commence à avoir des services qui sont répartis un peu partout et qui ont besoin de communiquer entre eux. Donc ça va bien quand on a 2-3 services, et puis quand on commence à passer à 10, ça peut vite devenir très compliqué de faire circuler des données justement sur notre système. Quelques solutions pour résoudre ces types de problématiques. Alors pour ce qui est de la montée en charge, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu justement les aspects scalabilité verticale versus horizontale. Donc verticale, c'est quoi ? C'est tout simplement, j'ai un serveur, je veux qu'il soit capable d'absorber plus de charge, je vais lui mettre un processeur plus gros, plus de RAM, un disque dur plus rapide, etc. Voilà, on va essayer de le booster un petit peu. Ce qu'on préfère faire en général dans un système distribué, c'est plutôt faire de la scalabilité horizontale, se dire on va plutôt dupliquer ce serveur-là pour répartir la charge sur plusieurs services. Ça va avoir d'autres avantages. Et en général, le pendant qui va avec, côté architecture logicielle, c'est de se dire, justement pour pouvoir plus finement gérer notre scalabilité horizontale, on va plutôt vouloir éviter de construire notre application sous forme de monolithe et plutôt viser des microservices. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par exemple, si ici, la partie de mon monolithe qui pose souci et que j'ai besoin de scaler, c'est par exemple uniquement la partie verte, cette API-là, plutôt que de devoir dupliquer X fois mon monolithe juste pour scaler un tout petit bout, je vais pouvoir, si mon service est bien éclaté, je vais pouvoir juste demander 10 instances de mon service vert et garder tous les autres au même niveau. Donc voilà, c'est ça donne un peu plus de souplesse. Le parallèle assez sympa, c'est que les microservices, ce n'est pas fait uniquement pour résoudre des problématiques de performance dans les systèmes distribués, ça a aussi été fait finalement pour résoudre des problématiques d'équipe, notamment parce que quand on a des équipes qui grossissent un peu trop, en général, ça devient beaucoup plus compliqué à manager de la même façon que quand on a un peu trop de services.
Quand on passe sur les problématiques de données, quand on a trop de données et que tout simplement ça ne peut plus être stocké au même endroit. Donc qu'est-ce qu'on fait sur nos bases de données? En général, on va vouloir mettre en place du sharding. Donc ça veut dire quoi? On va vouloir diviser la quantité de données qui va être stockée à un seul endroit. La partie qui va avec, ça va être de déterminer un critère finalement. Comment on va vouloir répartir nos données? Donc par exemple, je ne sais pas si on a un système de chat, pour pouvoir sharder nos données, on peut dire le critère, ça va être par exemple notre utilisateur, et on va regrouper toutes les données d'un utilisateur sur une base de données. Ou alors ça peut être par type, dire par exemple, je ne sais pas, tous les avatars, toutes les images vont être dans une base, tous les messages vont être dans une autre, etc. Ou encore ça peut être par position géographique. Donc voilà, il y a plusieurs, vous déterminez un critère, et vous allez utiliser ce critère-là pour splitter vos données. Pour ce qui est d'essayer de résoudre les problématiques de communication, alors, quand on a de plus en plus de services, la règle, la clé, ça va être d'essayer de découpler au maximum les services entre eux, parce que ça peut devenir très compliqué. Donc plus on rend un service autonome, plus ça va être simple finalement, plus on va simplifier notre communication. Donc ça veut dire, par exemple, dans le cas d'un microservice, c'est d'assigner une base de données distincte à chaque microservice pour ne pas avoir à aller à chaque fois demander les infos à un autre service et de rendre le service le plus autonome possible. Quand on a trop de données à traiter et que finalement, pour en extraire une info, ça devient compliqué. Qui parmi vous ici est plutôt sur des problématiques type Big Data? Est-ce qu'il y en a parmi? Oui, il y en a quelques-uns. Donc j'imagine que l'algorithme MapReduce devrait vous parler. C'est un peu l'algorithme de base justement sur des traitements des grosses quantités de données. Le principe, c'est en 2 étapes, de faire d'abord une étape de mapping. Donc j'ai plein de données brutes. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais d'abord essayer de transformer cette donnée brute en une donnée un peu plus utile. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai des données de trafic, j'aimerais bien juste savoir finalement d'où viennent mes utilisateurs, etc. Donc je vais faire une première étape de mapping. Et après, j'ai cette donnée un peu plus exploitable. Par contre, j'en ai trop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la réduire, en fait, tout simplement, je vais l'agréger pour en tirer vraiment l'information qui m'intéresse derrière. Donc voilà, un traitement en 2 étapes. Comment on traduit tout ça, encore une fois, au monde humain? Alors sur les problématiques de scalabilité, la façon facile, c'est de se dire finalement oui, j'ai besoin d'aller plus vite, je vais recruter plus de personnes. On sait tous en tant que dev que ça ne marche pas, c'est pas parce qu'on rajoute plus de personnes dans une équipe qu'on va aller plus vite. En général, ça va plutôt être l'inverse. Non, l'idée c'est de le faire intelligemment, donc oui, on a besoin de grossir parce qu'on a besoin de développer de nouveaux services, on a besoin de plus de capacités. La clé, ça va être de bien organiser ces équipes, donc d'en créer des nouvelles éventuellement au besoin, et de garder surtout des petites équipes. Par exemple, chez Microsoft, en général, on fait ce qu'on appelle aussi des pizza teams, vous avez peut-être entendu le terme. L'idée, c'est de garder des équipes pas plus grosses que ce que vous pourriez partager une pizza. Donc en général, ça va de 5 à 7 personnes. Pour ce qui est du sharding, très important, c'est si on va avoir plusieurs équipes, c'est de donner un focus vraiment à chacune de ces équipes-là. Donc chaque team ait vraiment sa spécialité, soit focus sur un objectif particulier. Et pour ça, en termes d'outils, ce qu'on peut mettre en place, alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent justement la méthodologie des OKR il y en a quelques-uns. Alors je vais faire juste un petit topo très rapide. Les OKR, c'est un système finalement de management qui a été mis en place, je crois, par Intel il y a quelques années. Ça veut dire Objective and Key Result. L'idée, c'est de partir finalement du top management de votre société, donc du CEO, et de se dire, on va définir 2 à 3 objectifs pour une période donnée, donc en général des trimestres, et comment on va mesurer le fait qu'on ait atteint ou pas ces objectifs-là? Donc ça va être les key results, et pour chaque objectif, on va définir 2-3 métriques pour dire comment je sais si je suis sur la bonne voie ou pas. Et après, vous allez, à chaque niveau de hiérarchie, vous allez décliner finalement, prendre les OKR du dessus et voir comment ça s'applique à votre contexte, à votre équipe, jusqu'à arriver finalement à votre équipe. Alors en général, on ne descend pas jusqu'à la granularité individuelle, mais juste au niveau de votre équipe, et voilà, et chacun va avoir justement ses objectifs qui découlent de tout en haut comme ça. Pour ce qui est du découplage, il n'y a pas de secret, si on veut être efficace, il faut rendre chaque équipe le plus autonome possible. Vous imaginez bien que si à chaque fois qu'il y a prendre la moindre décision technique, il faut repasser en haut, faire valider ça par le CTO, chaque équipe ne va pas avancer très vite. Donc voilà, plus on donne d'autonomie à chaque équipe, finalement, plus on va être efficace. Et c'est aussi une des raisons pourquoi souvent les startups sont beaucoup plus rapides à développer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses que les grosses sociétés qui ont des couches et des couches de management et moins d'autonomie finalement individuellement sur chaque équipe. Donc voilà, plus vous garantissez que votre équipe est autonome, moins elle aura à aller discuter finalement avec d'autres gens pour faire valider ce qu'elle fait, et plus elle pourra avancer vite.
Derrière, la translation un peu de traiter plein de données via du MapReduce, ça va passer principalement finalement avec votre manager dont son rôle ça va être de vous tenir au courant finalement, ou de votre team lead, la personne qui va vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe dans votre société et finalement si vous avez besoin de remonter des choses, ça va être la personne aussi qui va être capable de faire l'inverse finalement du all-hands, c'est-à-dire faire remonter l'info tout en haut quand il y a des problèmes. Et c'est souvent quelque chose de compliqué. Alors il y a des formats qui existent pour ça. Nous on a tous les mois un format aussi Ask Me Anything. Alors on ne remonte pas jusqu'au niveau CEO, mais juste un cran en dessous, où sur chaque CVP, donc chef de division, on a tous les mois, on peut lui poser n'importe quelle question, donc n'importe qui dans cette division-là peut poser une question. Donc ça permet de remonter de l'info vraiment et de récupérer. Et quand je dis n'importe quelle question, ça y va franco. Voilà. Donc, et de la même manière que pour les meetings, on va essayer d'enregistrer ça et de faire des comptes rendus pour que tout le monde puisse profiter des questions qui ont été posées et d'être au courant. Donc voilà, pour que la communication ne soit pas uniquement descendante, faut aussi penser à comment on fait remonter les infos qui viennent du bas et de façon intéressante. Vous êtes toujours avec moi? Sur les aspects, maintenant, fiabilité. Comment on fait en sorte pour que ça marche, si possible, tout le temps? Premier type de problème, c'est on veut de la haute dispo. On veut que notre système il continue de marcher, même quand il y a un service qui tombe pour X raison, on ne veut pas forcément savoir pourquoi. Tout ce qu'on veut, c'est garantir que si notre service il tombe en panne pour une raison quelconque, que notre système ne se casse pas la gueule, que nos clients puissent continuer à aller acheter des choses sur leur site e-commerce, etc. Donc ça passe par plein de choses, on verra après. Comment on évite de perdre de la donnée? Parce que les systèmes ils tombent, par exemple notre service il pouvait être en train de traiter de la donnée à ce moment-là. Comment on garantit qu'on ne perd pas une info, que je ne sais pas, le client qui a acheté son jeu sur Steam, il le retrouve bien dans sa bibliothèque, même si le service d'achat il a craché à ce moment-là. Alors que par contre le service de facturation lui avait bien marché. Comment on garantit ça? Et dernier type de problématique, comment on monitor notre système pour s'assurer à un instant T, être capable de dire « Ok, tout va bien » ou « Là, non, il y a peut-être des choses à corriger ». Donc très important aussi, c'est d'avoir cet aspect visualisation. Donc quelques types de solutions qu'on peut mettre en place pour résoudre ces problématiques-là. Donc la première problématique de haute dispo, comment on résout ça? On peut résoudre ça notamment quand c'est des services via des load balancers. Donc ça va impliquer déjà de la base d'avoir de la redondance, de ne pas avoir uniquement un seul service qui va traiter de la donnée. Donc il va falloir au moins le répliquer une fois pour être sûr que s'il y en a un qui tombe, on puisse basculer sur l'autre, faire ce qu'on appelle un failover. Et c'est pareil avec un load balancing, non seulement on va être capable de pouvoir répartir la charge, par exemple si d'un côté il y a beaucoup de requêtes qui arrivent d'un seul coup, on ne va pas tout envoyer au même serveur, on va répartir ça justement sur plusieurs réplicas du même serveur. Et derrière, si on détecte que d'un coup on envoie plein de données à un serveur, mais bizarrement il n'y a jamais rien qui revient, ok, celui-là on va temporairement le désactiver, on ne va plus lui rediriger du trafic et on va basculer sur les autres qui eux continuent de nous répondre. Donc voilà, on va faire justement cet exercice de on envoie la donnée finalement à ceux qui continuent de nous parler. Il y avait un talk hier justement qui parlait un petit peu, qui faisait le parallèle avec le chaos engineering et le front-end. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'était le talk de Thibaut sur art et entropie. Justement, l'idée du chaos engineering, c'est de ne pas attendre que votre système tombe pour vous rendre compte que finalement il y a un trou dans la raquette et que vous n'avez pas pensé à tel cas et que vous n'avez pas mis en place justement les bons failovers pour garantir que tout marche bien. Et l'idée, c'est de volontairement aller péter un ou deux services et pour vérifier que tout continue de fonctionner. Donc ça peut être aussi une approche pour garantir que notre système marche toujours bien à un instant T. Pour ce qui est d'éviter de perdre des données, alors déjà à la base, c'est toujours j'ai de la donnée stockée, on ne va pas la stocker à un seul endroit, on va la dupliquer, on va faire des backups réguliers si possible et vérifier de temps en temps que les backups sont toujours bons. Si on est dans une étape d'écriture, par exemple, j'envoie de la donnée à un service, j'aimerais bien, même si le service tombe, avoir la garantie que cette donnée-là a été traitée finalement par le service avant finalement de la mettre à la poubelle. Alors pour ça, on a des structures qui s'appellent des files d'attente, des queues. C'est une structure de stockage intermédiaire où avant d'aller faire finalement traiter la donnée par un service quelconque, on va la mettre dans cette structure de stockage intermédiaire, on va se dire, on va les empiler et elle va y rester dans cette
dans cette structure de stockage tant que le service qui est censé traiter la donnée n'aura pas dit « Ok, cette donnée-là, c'est bon, elle est traitée, on peut passer à la suivante ». Parce que si le service, pour X raison, il crache parce que, voilà, je sais pas, trop de demandes d'un seul coup, et ça reste dans la file d'attente, on attend qu'il y ait un autre service qui soit dispo, que le failover se mette en place, on renvoie la donnée, ok, et le moment où la donnée sera bien traitée, dans ce cas-là, ok, on peut l'enlever de la file d'attente. Sur le problématique inverse, c'est-à-dire qu'on perd de la donnée à la lecture. Alors oui, ça arrive pour plein de raisons, je sais pas, le chat a trébuché sur la prise réseau, pouf, la requête est pas passée. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on réessaye, on attend un certain temps, et puis on réessaye une fois, deux fois, et ça finira peut-être bien par arriver à un moment donné. Pour ce qui est des problématiques de monitoring, alors, il y a plein de façons de le mettre en place. Déjà, la première chose, en général, la plus basique qu'on met en place, ça va être un système de health check. Tout simplement, aller pinguer nos services un peu à droite à gauche, poser tout simplement la question, dire t'es encore en vie? Ouais, ok, c'est bien, on passe au suivant. Et puis, en fait, s'il y en a un, à un moment donné qui ne répond pas, on peut se dire il y a un truc qui ne va pas forcément top. Voilà, monitoring minimum, ça peut être déjà mettre en place au moins un health check. Après, quand on va aller un peu plus loin, justement, être capable d'aller surveiller notre système, ça passe en 3 étapes. D'abord, aller faire des mesures, d'aller mettre des sondes dans nos systèmes, dans nos services, pour aller remonter de la donnée. À partir de ces données-là, c'est bien gentil d'avoir de la donnée. Ce qu'on aimerait, c'est en tirer des métriques. Par exemple, je ne sais pas quel est le taux d'erreur de mon service sur les dernières 60 secondes, ou je ne sais pas combien d'utilisateurs justement sont passés sur mon feature flag pour activer ma dernière fonctionnalité. Enfin voilà, d'aller tirer des métriques. Et à partir de ces métriques-là, de définir des alertes, tout simplement, pour être capable de réagir s'il y a un problème dans notre système. Parce que c'est bien beau d'avoir des systèmes, de faire des beaux graphes, mais si ça sert juste à être content et regarder quand c'est vert, non, l'idée c'est d'être capable de réagir, et si possible de manière automatique, quand il y a des problèmes, donc définir des seuils. Par exemple, je ne sais pas, il y a plus de 50% de mes requêtes qui partaient en erreur sur mon API, il y a peut-être un truc qui s'est mal passé. Automatiquement, on va reverter le dernier feature flag qu'on a activé. Voilà, ça peut être des choses qu'il faut mettre en place. Ce qui est important dans tout système de monitoring, c'est que ce monitoring-là soit partagé avec toute l'équipe, que ce soit le plus transparent possible. Avant de travailler chez Microsoft, j'ai travaillé chez Criteo. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. L'idée de la boîte, c'était de justement, c'est un truc pas très sexy, c'est de vendre finalement de la pub, du retargeting, à des clients, donc des sociétés qui veulent faire de l'advertising. Et comme c'est des systèmes hyper critiques qui doivent répondre la plupart du temps, justement, sous la milliseconde ou sous 10 millisecondes, dans chaque équipe, on avait vraiment des espèces d'écrans géants de 2 mètres par 3 avec les systèmes de monitoring par rapport à ce que l'équipe a sous sa responsabilité, sa propre application, son propre système. Et c'était affiché en permanence dans toutes les salles. On avait même des fois des copies dans les salles de réunion pour les systèmes vraiment critiques, pour que toujours, tout le temps, il y ait quelqu'un qui ait un œil. Alors bien sûr, il y avait les systèmes d'alerte automatisés, mais ça permet déjà de se rendre compte, et aussi parce que voilà, ça attire l'œil, on y jette toujours un petit coup d'œil, parce que s'il y a un truc qui passe au rouge, ou si on voit qu'il y a une courbe qui monte un peu trop, d'aller faire un petit peu des fois de la prévention, d'aller vérifier s'il n'y a pas un truc qui est un peu louche en train de se passer. Donc voilà, faut afficher son monitoring, il ne faut pas le cacher, ce n'est pas le but. Comment on traduit ça au monde humain? Alors sur tout ce qui est finalement load balancing, être capable de justement réagir et garantir de la haute dispo, avoir un système aussi de backup, ça va passer sur vos collègues tout simplement. Et pour que ça puisse marcher et passer sur vos collègues, ça va aussi passer par garantir que l'information, comme je vous disais, il ne faut pas que ce soit centralisé sur une seule personne, il faut faire en sorte que les informations circulent et qu'il y ait toujours au moins 2 personnes qui soient au courant de ce qui se passe. Donc ça va passer par exemple par écrire des docs, alors même si on n'aime pas ça, a fortiori quand on est à distance, il faut garantir que tout ce qu'on fait soit tracé par des docs, de faire beaucoup de pair programming. C'est encore plus important justement quand on est en remote. Finalement, ça peut paraître contre-intuitif parce que ça peut sembler plus facile finalement de faire du pair programming quand on a son collègue qui est dans le bureau juste à côté. Mais quand on est en remote, c'est finalement encore plus important pour que il y ait cette information qui circule, pour garder aussi un peu de contact humain et justement pour garantir que si votre collègue le lendemain, je sais pas, il pose un jour de congé ou il a un enfant malade ou n'importe quoi, il y a quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais et qu'il y ait l'information et qu'il n'y ait pas justement une personne qui soit critique.
C'est important d'organiser des sessions de partage parce que des fois, des choses qui peuvent se faire de manière simple, ça peut être à la machine à café, discuter de la feature qu'on a implémentée la veille et dire bah, tiens, on est tombé sur tel problème, on l'a résolu comme ça, ou des choses juste parce qu'on a notre collègue à côté et puis il nous a entendu râler, donc il s'est intéressé finalement à quel problème on avait et on en avait discuté. Bah, quand on a distance, ces choses-là, des fois, faut les forcer un peu parce que ça ne vient pas forcément naturellement, parce qu'on n'a pas notre collègue à côté. Donc des fois, il faut refaire des petits points de partage. C'est là où ça peut être intéressant des fois d'organiser des meetings, de comprendre finalement comment on a résolu les problèmes et de repartager ça avec les autres. Pour ce qui est justement de garantir des backups, que l'information elle soit traçable, avoir des espèces de bases de données, des wikis, j'en parlais tout à l'heure, d'avoir des docs. Un truc moi que j'aimais bien, qu'on faisait dans mon ancienne équipe, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un partait en vacances, pour garantir une continuité finalement, alors quand je disais partir en vacances, pas forcément juste poser un jour, c'est plutôt au moins plus de 3 jours. Moi personnellement je fais ça quand je partais plus de 3 jours ou au moins une semaine, c'est de se dire on va faire ce qu'on appelle un handover email. C'est faire un petit email à son équipe et dire bah voilà, en ce moment je travaillais sur ça, éventuellement j'ai ça comme problème, si quelqu'un veut continuer de travailler dessus, je sais pas, pendant que je suis pas là parce que ça devient critique ou que je reviens pas à temps parce que je suis coincé à l'aéroport pour X raison. Enfin, en gros voilà, vous pouvez parler à telle personne, c'est telle personne le point de contact, la doc elle se trouve à tel endroit. Voilà, juste en quelques lignes pour finalement redonner du contexte. Si quelqu'un a besoin de reprendre le boulot derrière vous, et ben voilà, il sera en mesure de le faire et il sera pas en mode panique, tiens le système est tombé, ah c'était machin qui bossait dessus, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on fait? Non, voilà, ça aide un petit peu à garantir cette continuité-là. Pour les systèmes de file d'attente, c'est bien en termes de dev, c'est assez facile, on a des systèmes de backlog, c'est exactement ça. Ça permet de garantir, si on doit développer une fonctionnalité, elle ne sort pas du backlog tant qu'elle n'a pas été finie, livrée, etc. Alors moi souvent je rajoute personnellement ma to-do list perso qui n'est pas partagée avec mes collègues mais qui me permet d'organiser ma journée. Bon, on a tous chacun notre façon de travailler vis-à-vis de ça, mais voilà, je trouve qu'avoir un petit niveau, ne serait-ce que voilà, pour s'organiser de manière simple, dire ok aujourd'hui je prévois de faire ça et puis je le coche au fur et à mesure, ça aide à sentir qu'on progresse. Sur les problématiques de quand on est à distance, quelque chose, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de retours et moi j'ai eu aussi des difficultés aussi à comprendre ça jusqu'à ce que j'ai un manager qui m'explique que quand finalement je lui envoyais un email et qu'un mois après il m'avait pas répondu, mais en fait il m'expliquait simplement des fois que il recevait tellement d'emails que des fois au retour de vacances, il voit juste la boîte mail, il fait non. Je vois mes 10 emails non lus, je fais CTRL-A, delete. S'il y avait un truc important dans le lot, de toute façon ça reviendra. Donc ça peut faire sourire, mais je connais beaucoup de gens en tout cas à Microsoft qui fonctionnent comme ça. Ce qui est important, c'est juste de garder en tête que c'est pas forcément parce que la personne vous aime pas, qu'elle vous a snobé ou X raison, c'est juste se dire il peut y avoir plein de raisons qui fait qu'une personne ait raté votre message, que ce soit sur un Teams ou sur un mail. Faut pas le prendre mal, faut pas le prendre personnellement, faut juste se dire des fois voilà, votre manager il en avait trop, il a déclaré forfait et on refait un petit mail, dire tiens finalement sur ma question, est-ce que tu as pu avoir le temps de regarder, on relance gentiment, on fait ces petits retries manuels. Ou des fois, moi je sais que j'ai des collègues qui m'ont dit moi ça sert à rien de m'envoyer un email, je les regarde même pas, si tu as un truc à me dire, pose-moi la question sur le chat. Donc voilà, ça peut être intéressant de savoir comment fonctionnent vos collègues et des fois juste essayer un différent canal. Alors ça ne veut pas dire vous envoyer l'email et puis 2 minutes après dire c'est bon, tu as vu mon email sur le Slack. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que voilà, si vous n'avez pas de réponse dans un temps relativement raisonnable, ça peut valoir le coup des fois d'essayer une autre façon de communiquer. Sur ce qui est des health checks, alors c'est la responsabilité d'un peu tout le monde. En premier lieu, certes, votre manager, mais aussi en tant que collègue, faire comme je vous disais, on n'a pas forcément son collègue à côté de soi quand on est en remote. Ce qui peut se faire des fois naturellement à la machine à café le matin. Oula, t'as une sale tête, il s'est passé quoi, toi? Quand on est à distance, on ne le voit pas forcément. Surtout si vous faites des meetings avec des gens qui ne mettent pas les caméras pour plein de raisons. Ça peut valoir le coup, ça coûte rien, mais voilà, un petit message à vos collègues le matin, tiens, ça va, c'est bien passé, tes vacances, ça a donné quoi, etc. Enfin voilà, renouer un petit peu ce contact, faire le petit ping de health check, des fois, ça peut éviter qu'il y ait des personnes qui se sentent complètement isolées dans l'équipe parce qu'elles n'osent pas un peu remonter les choses qui ne vont pas. Et c'est important d'essayer justement de faire cet exercice, de remonter les infos. Typiquement, dans mon équipe, il y a quelque chose qu'on a un peu perdu, qui a changé de forme, mais qu'on avait en place, que moi j'aimais énormément au début quand j'ai rejoint cette équipe-là. C'est un système de status report. Toutes les semaines, on envoyait aux 100 personnes, alors on partageait ça. On partageait les 3 points, les 3 choses importantes finalement qu'on avait fait cette semaine. Ça permettait de savoir sur quoi bossaient nos collègues et s'il y avait éventuellement lieu à faire des collaborations sur certains sujets. Si on avait des problèmes,
Éventuellement, si on avait un point bloquant, de le repartager. Et puis, éventuellement, des anecdotes fun, je sais pas, la photo du chat qu'on a adopté ou n'importe quoi, ça permettait aussi de garder du lien. Des fois, juste pinguer vos collègues, ou chez nous, on a beaucoup de systèmes de survey qui viennent du management pour dire de manière anonyme, est-ce que vous êtes bien dans l'équipe, est-ce que votre manager fait bien son boulot, est-ce que vous avez du bon matos, est-ce que les systèmes vous font pas vous arracher les cheveux des fois, voilà. On a de prendre la température finalement et d'être capable d'aller chercher les infos et de pas juste se voiler les yeux et d'attendre que tout le monde se barre avant d'essayer de réagir. Donc voilà. Garder un peu cette connexion et quand on est à distance, il faut que ce soit un peu volontaire, quoi. Faut des fois un peu forcer le trait. Pour ce qui est du monitoring, alors souvent ça va être la responsabilité de votre équipe leadership. Alors ça ne veut pas dire quand je dis ça que ça va être vos managers qui vont devoir surveiller tous vos faits et gestes. C'est plutôt dans l'idée de définir justement des objectifs clairs pour votre équipe et de le partager. C'est surtout important parce que c'est pas tout le temps bien respecté. Je disais, pour qu'un monitoring fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette transparence-là. Donc je ne sais pas si vous avez justement des OKR, des objectifs et des métriques qui vont avec, de partager justement l'avancement de ces métriques, et de les partager déjà au minimum dans votre équipe, mais le mieux encore, c'est de le partager avec le reste des autres équipes, parce que par exemple, ça permet tout simplement des fois de défaire un peu certaines tensions. Typiquement, quand je me souviens dans mon précédent boulot, on avait des dépendances de développement entre équipes, et quand on se dit, tiens, machin, je sais pas, je fais partie de l'équipe front, ceux qui devaient développer l'API, on est bloqué à cause d'eux, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, si on voit que eux, dans leur avancement, ils ont eu des problèmes et ils n'ont pas pu finir justement de livrer la fonctionnalité dont nous on est dépendant, on va peut-être pas aller saouler les collègues toutes les minutes, aller pinguer, bon alors, cette API elle avance, ou aller leur demander, voilà, au moins ça permet de savoir que ok, ils ont des problèmes, on va peut-être nous basculer sur autre chose, et de savoir éventuellement aussi si des fois il y a des gens qu'on peut aller aider. Typiquement, je sais pas, on est côté front, éventuellement on n'a plus rien à faire, est-ce qu'on peut aider quelque chose justement côté back pour vous débloquer, parce que de toute façon on a notre dépendance, on peut plus avancer. S'il y a cette transparence là, ça facilite beaucoup plus justement cet aspect collaboratif. Alors après, je vous ai parlé de certains types de problématiques, 3 grandes catégories. Il faut savoir que il y en a bien plus d'autres que j'ai pas le temps d'aborder justement dans 45 minutes de talk. Il peut y avoir des problématiques de sécurité, des problématiques de persistance, des problématiques de mise à jour, des problématiques d'ouverture, de systèmes hétérogènes, bref. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, en fait, ce que j'aimerais partager, c'est que on reste humain avant tout. Alors ça peut avoir certains avantages d'essayer de modéliser justement l'organisation finalement de notre société, de notre équipe sous forme d'une archi logicielle. Des fois, ça peut servir à dépassionner un débat ou une question. Ça peut permettre aussi d'essayer de trouver des solutions pragmatiques finalement. Par contre, quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, et que j'ai vu plein de fois, et que j'ai été le premier à subir finalement mon passage en remote, c'est qu'il faut quand même garder le point de vue que on reste des humains, que quand on est dans un monde finalement distant, il ne faut pas se retrouver à exister uniquement par ce qu'on produit. On n'est pas une machine avec un input et un output à la sortie. Voilà, on est des humains, on a besoin de partager des choses, on a besoin de partager quand ça ne va pas, mais on a besoin de partager aussi quand ça va bien finalement. Je vous parlais tout à l'heure du système de status report qu'on avait partagé une anecdote fun de ce qui s'est passé notre semaine avec l'équipe. Quand on n'a pas le café le matin, ça peut toujours être sympa, ça peut redonner le sourire à un collègue qui avait passé une sale journée la veille. Partager aussi finalement les réussites entre équipes. Dans ma précédente boîte, on avait ce système de woot-woot qui était tout simplement quand une équipe avait livré en prod une fonctionnalité qu'elle devait délivrer, qui était dans ses objectifs, et elle envoyait ce petit email pour faire dire ok, on a livré ça, vous pouvez le tester, machin, c'est génial, et puis on était tous à répondre woot-woot, c'est génial, ça marche bien. C'est peut-être bête, mais voilà, ça donne ça a un petit côté positif qui embarque toute la boîte et ça crée un peu de la cohésion. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas faire des activités de team building, c'est pas parce qu'on peut pas faire des activités ensemble. Il y a des jeux qui marchent très bien à distance. On peut faire il y a un truc qui avait été mis en place pendant le confinement que j'avais bien aimé, c'était des activités de cuisine finalement avec l'équipe. Et puis c'était encore plus sympa du fait qu'on était répartis sur des cultures complètement différentes. Moi j'ai des collègues qui sont au Brésil, d'autres collègues qui sont en Australie, aux États-Unis, enfin bref, et avoir justement des cours de cuisine partagés, c'était assez marrant. On peut faire aussi en place des systèmes de remote coffee. J'en ai notamment avec mon équipe en France, où une fois par semaine, on se met un point, viennent ceux qui peuvent venir, pour discuter, pas forcément de boulot, mais voilà, faire la petite discussion qu'on a eue le matin avec ses collègues le café. On peut s'en faire aussi en one-one avec les collègues qu'on aime bien, ou voilà, repartager.
L'idée, c'est juste de garder en tête que voilà, on est des humains, on est un animal social, comme disait Aristote. Et donc voilà, on a besoin de garder du contact, et même si on n'est pas physiquement les uns à côté des autres. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté.